Nous sommes ici dans la deuxième partie de notre présentation du cours 2. On a vu à l'instant les arrêts, les types d'arrêts, pourquoi on faisait des arrêts. Maintenant, parlons un peu plus de la paperasse qui entoure les arrêts et regardons à quoi ressemble une demande de travail typique dans un arrêt. Évidemment, c'est très précis, donc on a une grosse section d'identification, peu importe le type de demande. Ici, on vous a fait un format très très simple. Là. En usine, ça pourrait être relativement similaire à ça. Donc, toujours une section d'identification, toujours dans le haut, évidemment, généralement, qui compte quoi? Ben, le lieu, demandé par qui, les dates, les pièces, les échéances, qui l'a approuvé, parce que bon, ben évidemment, un opérateur fait une demande de travail, hein, mais cette demande-là doit être approuvée. On va devoir, cette demande-là va entraîner un arrêt d'un équipement ou l'arrêt d'une section d'une unité. Puis il y a des coûts reliés à ça. Vous comprendrez que Joe Blow ici, hein, G. Lebeau, doit approuver la demande de Joe Blow. G. Lebeau, généralement, ce sera votre chef d'équipe ou les gens de maintenance qui vont autoriser ou non, hein, à savoir si votre demande est légitime. Généralement, il n'y a pas de problème. Je veux dire, les opérateurs qui font des demandes, c'est généralement très raisonnable. Évidemment, on vous dit la priorité, hein, parce que ça sera classé. C'est pas la seule demande de maintenance, d'entretien ou autre que les équipes vont recevoir dans une journée. Ce sera donc à vous de la prioriser de façon à être juste et réaliste et demander une priorité. Évidemment, plus vous jugez que c'est important, plus vous allez en haut, et sinon carrément très urgent. La description du travail, bien ici on vous dit, elle est simple, hein, à réparer le joint d'étanchéité de la pompe d'alimentation P1A. Donc, j'ai ici le tag de ma pompe. Hein, je peux pas vraiment me tromper. Il n'y a qu'une seule pompe P1A dans l'usine. J'aurais même tendance à mettre P01A, mais bon, ça c'est personnel. Puis évidemment, une petite note ici, présence d'aromatique, donc on peut penser qu'on est dans une pompe d'essence. Puis ici, ben, vous voyez que c'est un peu aussi pourquoi des fois on a besoin d'une demande. Vous avez vu un joint d'étanchéité qui coule. Vous avez été voir G. Lebeau qui a évidemment approuvé votre demande et puis vous comprendrez que le reste a été rempli par les spécialistes parce que bon, ben évidemment, quel type de matériel on a besoin, quel type de camion grue on aurait besoin pour amener la pompe à l'atelier. On prend en considération ici qu'on est dans une raffinerie avec une assez grosse pompe. Puis vous voyez un peu ce qu'on pourrait avoir comme personnel demandé. Hein. On voit très bien qu'on a besoin de tuyauteurs, de soudeurs, mécaniciens, électriciens, instrumentistes, etc. Et on prévoit en même temps le nombre d'heures et dans quel ordre ils doivent arriver. Donc, c'était vraiment juste pour vous donner un petit exemple, évidemment, puis le suivi, qu'est-ce qu'on a fait là-dessus après, un genre de registre, jusqu'à ce que le travail soit terminé et que la pompe est remise en opération. Donc, un exemple, simplement pour vous montrer à quoi ça pourrait ressembler, puis le type de complexité que ça demande, mais comme je vous le dis, en début de carrière, vous allez remplir une partie de ça. Vous ne pourrez évidemment pas être responsable de l'entièreté de ce que je viens d'expliquer. Sinon, ben, si on parle de l'arrêt maintenant des équipements, et qu'on regarde tout ça en gros, ben, sachez que quand on va se mettre à diminuer les charges, c'est la même chose pour le démarrage. Ben, une des choses qu'on doit faire, c'est aller s'assurer que les réseaux utilitaires sont prêts. Hein. Pour arrêter un équipement, on peut penser qu'on aura besoin d'eau pour le nettoyer ou de vapeur pour le nettoyer, par exemple. Et puis, avant même de commencer à arrêter les équipements, il faut penser à tous les réseaux utilitaires. Je vous les présente brièvement. Vous les connaissez déjà depuis votre cours de 421, hein, où on a vu ensemble les réseaux utilitaires. Je vous rappelle qu'est-ce que c'est un réseau utilitaire. C'est les utilités ne sont pas en contact direct avec le produit, mais sont essentiels au bon fonctionnement des unités et de la sécurité environnante. L'eau, évidemment, ben vous savez à quoi ça sert, hein, donc de l'eau de refroidissement, on aura à refroidir les équipements. On peut pas donner un équipement à un opérateur s'il est trop chaud, un homme d'entretien. Évidemment, ben, on a besoin d'une eau de qualité pour produire la vapeur, et sinon pour les incendies. La vapeur, ben, ça dépend des usines, mais plus l'usine est grosse, plus vous êtes susceptible d'avoir des réseaux de vapeur. Je vous rappelle qu'il en existe trois types, hein, donc à 15 livres, à 50 puis à 775. Puis évidemment, bon, ben, on parle ici de la low, de la medium puis de la high pressure.
Puis ces réseaux-là sont utiles dépendamment si vous les avez ou pas dans votre réseau. L'air, je vous rappelle que c'est l'air d'instrument, l'air d'utilité. Et le combustible, on parle ici des combustibles en général, hein, il y a tellement de sortes de combustibles possibles en usine. Disons que le gaz naturel serait un des combustibles intéressants, le mazout, les huiles à chauffage, etc. pourraient être d'autres combustibles assez communs qu'on retrouverait dans plusieurs usines. Donc, est-ce que tout ce matériel-là est disponible? Même chose pour l'azote. L'azote, ça va être quelque chose qui va être très en demande pendant l'arrêt et les démarrages. C'est pas le temps d'avoir des stocks bas dans nos réservoirs. Même s'il faut l'avouer, la livraison d'azote est assez rapide quand même. Là, quand on en commande, là, ça prend quelques heures normalement pour que le camion arrive, à moins qu'on soit un peu malchanceux. Donc, mais juste s'assurer que les stocks d'azote soient adéquats pour toutes les raisons que vous voyez là. Ici, on vous parle un peu de toutes les techniques à mettre de la vapeur ou de l'azote pour nettoyer les équipements, puis quel équipement quel van et ou équipement on va ouvrir en premier, en deuxième, etc. Je ferai pas ici l'exercice avec vous, là. Je trouve que c'est un exercice un peu spécial. Il y a un petit peu trop de vannes autour du ballon, mais c'était pour exprimer qu'il y a toute une technicalité qu'on regardera dans le détail peut-être autour des tours de distillation, qui seront notre exemple de tours qu'on va arrêter ensemble. Puis c'est là que je vais vous montrer quelles sont les grandes techniques, puis à quel moment on doit ouvrir ou fermer les vannes. Ce sont des grandes lignes, puisque honnêtement, ça peut être assez complexe de nettoyer adéquatement un équipement. Puis de façon générale, je dirais que vous devez vous fier sur les gens d'expérience qui sont dans l'usine, qui eux sauront vous dire quelles sont les méthodes les plus efficaces et surtout les plus rapides de nettoyage. Parlons maintenant des réseaux de rejet. Je vous laisse lire les premiers paragraphes. On parle des réseaux de rejet, à quoi ils servent, si vous ne savez toujours pas ce que c'est. Les endroits où on recueille le slop, par exemple. On a vu quelques réseaux de rejet avec les égouts dans vos cours de traitement des eaux, si c'est pour vous aiguillonner. Je prends quand même un petit instant pour vous dire que les réseaux de rejet qui servent à recevoir dans le continu, tout le drainage de notre tuyauterie, drainage des pompes et autres, dans le discontinu, toutes nos eaux de lavage, nos hydrocarbures ou nos solvants qui ont servi à laver nos procédés, nos lignes, nos réacteurs. Tout ça va aller dans un réseau de rejet. De façon générale, vous devez vous rappeler ces règles-là et de ne jamais les oublier, s'il vous plaît. Donc, il faut suivre la température dans le réservoir de rejet. Imaginez si vous envoyez des produits trop chauds, les conséquences que ça pourrait avoir. Puis on vous dit qu'elle doit être inférieure de 10 degrés Celsius au point d'éclair du produit le plus léger pouvant être admis. Donc, ça sous-entend que vous avez déjà fait votre réflexion par rapport à ça. Vous savez déjà quels sont les produits qui ont été admis, qui ont les points d'éclair les plus légers, si les produits, évidemment, sont des hydrocarbures ou des produits inflammables. Et puis faire très attention à ça parce que on aurait tendance des fois à envoyer nos eaux très chaudes ou si on est nettoyé à la vapeur, les condensats peuvent être très chauds puis ça pourrait évidemment monter la température globale du rejet. Donc bien attention à faire attention à ça. Et les autres points importants, je pense que c'est assez clair, des gaz, on n'envoie jamais de gaz au rejet. Les gaz doivent avoir été traités ou envoyés à l'atmosphère, dépendamment des normes environnementales et des concentrations et quantités. Les gaz liquéfiés, même chose, évidemment. Les gaz, ils pourraient être brûlés, évidemment, à la torche, c'est des hydrocarbures, ce que vont faire les raffineries ou autres usines du domaine du raffinage. Évidemment, on n'envoie jamais de vapeur d'eau au rejet non plus, c'est bien évident. De l'air ou un mélange de produits chimiques. Je veux dire, on devrait pas commencer vous comprendrez, à mettre des acides et des bases. Donc, normalement, notre réseau de rejet a été conçu pour recevoir un produit type, puis on essaie de pas trop mélanger, de faire des nouveaux cocktails. Si vous voulez découvrir des nouvelles recettes chimiques, c'est peut-être pas le bon moment dans un réservoir de rejet d'essayer ça en mettant à peu près n'importe quoi dans l'usine. Donc, une réflexion globale sur les produits chimiques qu'on n'envoie pas. Évidemment, le pH pourrait être une mesure de considération entourant cet élément-là. Voici ce qui termine le bloc. Le prochain bloc, ce sera la mise en contexte des procédures minimales.